RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Thierry Santal, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec beaucoup de choses à voir. Et d'abord le plan de sauvetage du RWAM, un prêt de 5 milliards qui a été validé par le conseil d'administration de la CAFAT. Un ensemble de textes qui ont été adoptés hier par le gouvernement. Est-ce que le RWAM est sauvé ou pas encore ? Alors, il n'est pas encore sauvé, mais il est, je pense, en bonne voie, puisque ce que vous venez d'énoncer est la continuité de, finalement, ce que j'ai présenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie au mois de décembre dernier, et conforme donc au plan de redressement que j'ai présenté, avec donc ce prêt autorisé maintenant par le conseil d'administration de la CAFAT, qui va nécessiter des lois de pays qui ont été adoptées hier matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec toute une série d'autres textes qui, eux, concernent des réductions de dépenses de santé, telles que présentées encore dans le plan de redressement. Alors on va décliner ce plan pour que les auditeurs comprennent bien. 3 volets. Le premier, c'est donc l'assainissement des comptes du RWAM. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que c'est pas au détriment du régime des retraites et des allocations familiales ? Et pour reprendre l'expression, est-ce que vous n'allez pas déshabiller Pierre pour habiller Paul ? Alors, pour être plus précis, c'est le deuxième volet. Le premier volet, c'est le remboursement de la dette antérieure du RUAM, puisqu'il y a eu un cumul de dettes depuis plusieurs années. Qui est de combien aujourd'hui qui est aujourd'hui estimé à 33 milliards, même si on essaie de faire en sorte de réduire cette dette par des discussions en parallèle. Le deuxième volet, c'est celui qu'on évoque, c'est la réduction déjà d'un certain nombre de dépenses de santé et la création de recettes également qui vont accompagner le dispositif. Et enfin, un troisième volet qui lui concerne davantage la gouvernance du système qui va être remise à plat et va évoluer. Donc sur le deuxième volet que vous évoquez, le principe qui a été mis en œuvre, qui va être mis en œuvre concernant le prêt de la CAFAT, c'est effectivement un prêt du régime de retraite à hauteur de 3,5 milliards et des prestations familiales pour 1,5 milliard qui vont donc être versées au régime du RUAM de 5 milliards. Il s'agit bien d'un prêt avec un taux d'intérêt. Autrement dit, la CAFAT, c'est complètement neutre finalement pour la CAFAT et pour ses ressortissants, puisque la CAFAT aujourd'hui dispose de réserves dans ces deux régimes, retraite et prestations familiales, réserves qui font l'objet de placements, et le taux d'intérêt que le gouvernement donc a accepté de mettre en œuvre est exactement le même taux d'intérêt que la CAFAT pratique dans ses placements en parallèle. Donc il s'agit juste de prêter au gouvernement plutôt qu'à d'autres organismes financiers, comme le fait aujourd'hui la CAFAT, ce qui est de bonne gestion, ça permet de valoriser les réserves qui sont les siennes, et donc ça n'aura aucun impact sur les ressortissants, je le répète, et en particulier sur les retraités, parce que je sais que c'est une crainte qui est exprimée aujourd'hui par les Calédoniens. Ça n'aura absolument aucun impact. Juste préciser également que c'est un prêt sur 3 ans à la demande de la CAFAT, justement pour pas que ça ait d'incidence trop longtemps sur le dispositif du régime de retraite. C'était pas gagné que le conseil d'administration de la CAFAT approuve ce plan. Qu'est-ce qui les a convaincus ? C'était pas gagné, effectivement, même si le résultat du vote est plutôt favorable, puisque 18 administrateurs sur 22 ont voté favorablement à ma demande. Ça a fait l'objet, je l'avoue, de beaucoup de discussions, d'échanges. Il y a eu d'autres textes qui ont accompagné cette demande de prêt, qui ont rassuré également la CAFAT dans cette volonté d'accompagner le gouvernement vers ce prêt. Rassuré dans le sens que c'est des garanties que le gouvernement a apportées à la CAFAT. Le texte s'accompagne aussi d'une loi du pays qui va permettre d'affecter une partie de la CCS à partir de l'année prochaine pour le remboursement de ce prêt. Donc ça, c'était une demande forte de l'établissement, que je comprends, bien entendu. Et d'une certaine manière, ce n'est qu'anticiper finalement toute l'évolution de la gouvernance que j'ai évoquée, le troisième pilier de la réforme, où à terme, la CAFAT va bénéficier directement, et plus par l'intermédiaire de l'ASS, comme c'est le cas aujourd'hui, l'Agence sanitaire et sociale, de recettes fiscales pour pouvoir donc financer les régimes dont elle a la gestion. Pour revenir à la CAFAT, il y a eu des réticences chez les partenaires sociaux notamment. Force ouvrière, la Fédération des fonctionnaires ont voté contre. L'USTKE s'est abstenu. Vous les avez rencontrés, notamment la Fédération des fonctionnaires. Leur position évolue, ils comprennent vos arguments ? Je les ai rencontrés hier après-midi à leur demande.
où ils ont répété les réticences qui étaient les leurs qu'ils avaient exprimées vendredi dernier. En l'occurrence, ils s'inquiètent de l'impact du remboursement justement du prélèvement donc sur la CCS pour rembourser ce prêt, de l'impact de ce prélèvement sur les autres régimes sociaux. Je leur ai expliqué que dans le cadre global de la gouvernance qui était mise en place, ces montants, 1,7 milliard par an pendant 3 ans, sont intégrés dans le dispositif, bien entendu, ont été prévus comme des charges finalement du système de santé calédonien, et dans le plan de redressement qui est envisagé, elles font partie de ces charges et elles sont prises en compte pour l'équilibre global de nos comptes sociaux. J'espère les avoir convaincus, ils vous le diront si vous leur posez la question. Et le deuxième point qui les interrogeait, plutôt pas forcément les inquiéter, mais qui les interrogeait, c'était dans le plan de redressement est prévue la création de nouvelles recettes. Celle dont on parle déjà aujourd'hui et qui va être votée, je l'espère, la semaine prochaine au gouvernement, c'est la taxe comportementale sur le sucre. Celle-là ne pose pas de difficulté particulière du point de vue de la Fédération des fonctionnaires, mais il est prévu également d'autres recettes. Ce ne sera pas suffisant et on envisage dans le plan de redressement une nouvelle recette complémentaire. Et c'est celle-là qui les interroge sur la nature de cette recette. Ce à quoi j'ai répondu que la réflexion était toujours en cours, que toutes les pistes étaient envisagées. La piste que la Fédération privilégie, c'est un déplafonnement des cotisations. Je leur ai répondu que c'était pas forcément celle que je privilégiais moi-même, puisque mon objectif n'est pas forcément d'alourdir les charges des entreprises calédoniennes. Je considère que c'est pas du tout le moment dans le contexte actuel calédonien, économique. Mais d'autres pistes, la CCS, la TGC, enfin tout est envisagé pour alimenter notre système de santé, pour garantir sa pérennité dans le temps et surtout la qualité des soins aujourd'hui offerts aux Calédoniens. Alors plusieurs textes ont été adoptés hier par le gouvernement. Là, c'est l'unanimité. Ça veut dire que l'ensemble des groupes politiques soutiennent actuellement ce plan. Bon, en tout cas, au gouvernement, c'est le constat que je fais. Effectivement, une unanimité complète sur la série de textes d'économie de dépenses. On a parlé des recettes tout à l'heure, mais n'oublions pas quand même que nous avons aussi tout un dispositif d'économie des dépenses de santé. Et donc tous les textes qui ont été présentés hier, qui touchent quasiment tout le monde, c'est à la fois les établissements publics hospitaliers dont on va réduire les dotations globales de fonctionnement, les professionnels de santé qui vont être impactés, les pharmacies, les patients eux-mêmes, puisqu'on va mettre en place le ticket modérateur de manière universelle, les transporteurs sanitaires, enfin tout le monde, tous les points qui avaient été envisagés donc dans le plan de redressement que j'ai présenté au Congrès ont été donc votés hier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Certains de manière immédiate, c'était des arrêtés du gouvernement, donc ils vont être mis en place très vite. D'autres nécessitent des délibérations. Le taux directeur des hôpitaux publics, par exemple, c'est une délibération du Congrès. Donc tout ça est arrivé sur le bureau du Congrès. Et enfin d'autres, ce sont des lois du pays. Donc là, c'est des dispositifs réglementaires un peu plus longs. Et c'est des avant-projets qui ont été votés hier, qui vont être transmis au Conseil d'État, revenir au gouvernement pour une deuxième lecture et enfin une transmission au Congrès. Donc ça prendra forcément un peu plus de temps. Le troisième volet, vous en parliez rapidement, modernisation du pilotage du système de santé. Ça, c'est sur le moyen terme, ça va pas être mis en place tout de suite? Alors ça ne sera pas mis en place tout de suite, ça nécessite un rapport des inspecteurs de l'IGAS qui sont revenus, comme je m'y étais engagé encore une fois au Congrès, au mois de janvier dernier, en fin du mois de janvier dernier, pendant 15 jours, pour refaire un tour de tous les opérateurs du système, pour ensuite nous proposer des textes précis de mise en place de cette nouvelle gouvernance. Quand je dis nouvelle gouvernance, je pense à un objectif calédonien d'évolution des dépenses de santé qui va être voté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je pense à la création d'une autorité indépendante de régulation qui va être mise en place et qui sera chargée de la régulation des dépenses en général. Je pense à l'évolution de la gouvernance de la CAFAT, ça fait partie du dispositif. Je pense à l'évolution des missions confiées à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Je pense au fait que j'ai expliqué, les recettes vont être versées directement à la CAFAT, donc on n'aura plus la nécessité de maintenir l'agence sanitaire et sociale. C'est tout ce dispositif-là qui va être mis en place et les inspecteurs de l'IGAS doivent nous fournir le produit de leurs travaux au mois de mai prochain. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement se penchera sur les projets de texte qui vont nous être présentés et ensuite les transmettra au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça nécessite, je pense, au moins la fin de l'année 2020, voire le début de l'année 2021 pour que ce dispositif soit effectif. Voilà ce que je vais vous demander. À quel moment est-ce qu'on pourra dire ça y est, le ROAM est pérennisé? Est-ce qu'on aura un peu de visibilité? Très objectivement, on pourra
pourra dire ça quand l'autorité indépendante de régulation sera effectivement opérationnelle. Et je viens de le dire, on pense la mettre en œuvre réglementairement fin 2020, début 2021. Ce qu'il faut ensuite, c'est un certain délai pour nommer les membres de cette autorité indépendante. Je rappelle que pour l'autorité de la concurrence, on a mis plus d'1 an au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour nommer les personnes, puisque ça nécessite un vote du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au 3/5. Donc il faut choisir les bonnes personnes pour que le Congrès puisse ensuite les valider et qu'elles puissent se mettre au travail. Donc très objectivement, je pense que mi-2021, les choses devraient être totalement opérationnelle et donc la mise en œuvre effective, pleine et complète de toute la réforme, elle sera mise en œuvre en 2022. Alors, autre grand sujet, il s'agit encore de santé d'ailleurs, c'est la prévention du coronavirus. Alors, il n'y a pas de cas en Nouvelle-Calédonie, mais vous avez réquisitionné le CIS pour être un centre de mise en quarantaine. On sait que ça fait quelques remous, alors pourquoi le CIS ? Le CIS parce que c'est le meilleur établissement pour ce faire. Nous avions 4 contraintes que nous nous étions fixées pour choisir l'établissement d'accueil donc de ces futures quarantaines. La première, c'était une certaine proximité avec le Medipôle. On a besoin il est à Koutio, donc à Koutio, il est juste à côté. Faut savoir que dans un centre de quarantaine, il y a quotidiennement plusieurs visites de médecins pour contrôler l'état de santé donc des personnes à l'intérieur. Donc il faut qu'il y ait une certaine proximité, je répète, avec le Medipôle. Il fallait que ce soit une structure fermée, de manière à ce que la surveillance puisse être effective pour empêcher les gens d'y rentrer, mais surtout d'en sortir, même s'il ne s'agit pas d'une prison. Il fallait également que ce soit quelque chose de pas trop désagréable, parce que justement, on ne met pas les gens en prison, on les met dans un endroit où ils doivent patienter pendant 15 jours au maximum. Donc il faut quand même qu'ils aient des conditions de vie pas trop désagréables, et avec un système de restauration intégré. C'est ces 4 contraintes qui nous ont fait aboutir à la conclusion que le meilleur établissement en la matière, c'était effectivement le CIS. Je vous certifie qu'on a essayé de faire le tour de toutes les structures envisageables. Il n'y a pas d'autres lieux, il n'y a pas d'autres... Alors on continue, pour être très sincère et très transparent, on continue à chercher, puisque pour 2 raisons, pour une raison essentielle, c'est qu'on ne sait jamais si on doit dépasser le nombre de 80 personnes, puisque le CIS peut contenir grosso modo 80 personnes, qu'on puisse avoir une deuxième solution supplémentaire. Donc on continue à faire le tour de toutes les structures possibles. Je rencontre pas plus tard que ce soir, à 18h, les riverains du CIS. Parce que certains ont protesté, certains s'inquiètent. Exactement, et c'est légitime. Enfin, je n'ai pas de critique à faire à ce sujet-là. Je comprends parfaitement l'inquiétude de la population, mais je vais donc à leur rencontre avec la direction de la Nouvelle-Calédonie pour les rassurer et leur expliquer qu'il n'y a absolument aucun risque. On va s'appuyer exactement sur la même structure qui était mise en place en métropole déjà depuis 3 semaines, et il n'y a pas eu aucune contamination autour, je peux vous le garantir. Les choses sont faites de telle manière qu'il n'y a absolument aucun risque autour de la structure. Il y a les sportifs qui traînent aussi un peu les pieds, puisque c'est géré par le CTOS. Ils se servent de ce CIS. C'est normal. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'ils vont faire des sportifs qui devaient y être hébergés ? Est-ce que vous avez prévu des indemnisations ? Comment ça va être organisé ? J'ai eu plusieurs échanges donc avec Monsieur Kali, le président du CTOS, qui est gestionnaire donc de la structure, et je comprends ses inquiétudes concernant la difficulté que ça va engendrer dans la mise en œuvre du programme sportif calédonien. On met tout en œuvre pour trouver des solutions pour limiter l'impact de cette réquisition. On a réussi à reloger, par exemple, les gardiens donc de la structure dans un autre logement de gardiens. On a réussi à loger, pour l'instant, la délégation du pôle féminin football au centre nautique de la province sud, à la Côte-Blanche. On cherche une solution pour le pôle handball également féminin qui doit arriver bientôt. Voilà, on met tout en œuvre pour, je le répète, faire en sorte que l'impact de cette réquisition soit la plus atténuée possible pour le monde sportif, pour faire en sorte qu'il continue à progresser comme c'est le cas aujourd'hui. D'autant plus qu'il n'y a pour l'instant aucun cas de coronavirus en Nouvelle-Calédonie, vous nous le confirmez. Effectivement, aucun cas aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Ma responsabilité est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, et en tout cas de prendre toutes les mesures nécessaires qui font que même si d'aventure un cas se déclarait,
qu'il n'y ait pas de contamination de la population calédonienne. C'est ma responsabilité personnelle et je prends les mesures qui me paraissent adéquates en la matière. Un mot sur le rôle de la Croix-Rouge qui doit être elle aussi mobilisée au CIS. Qu'est-ce qu'elle devra faire? Comme en métropole, c'est la Croix-Rouge qui gère le centre national qui a été mis en place. On a demandé donc à la section locale de s'en occuper, ce qu'ils ont bien voulu faire, bien entendu, tout de suite. Ils se sont renseignés auprès de leur structure nationale justement pour récupérer tous les protocoles qui sont mis en œuvre au niveau métropolitain pour pouvoir les appliquer de la même façon ici en Nouvelle-Calédonie. Un mot pour terminer. Et je remercie bien entendu les bénévoles concernés qui vont s'occuper de cette quarantaine. Un mot pour terminer, Thierry Santa, vous êtes également responsable de la sécurité civile, vous avez suivi le cyclone Uezi. A priori, pas de victimes, pas de blessés et pas d'énormes dégâts au stade actuel? Au moment où on se parle, c'est effectivement pas le cas et j'en suis heureux. Et beaucoup d'inondations quand même et de personnes qui sont bloquées un peu partout dans le nord. Mais pas de victimes, pas de dégâts, c'est le principal. Les dernières informations nous laissent penser que le cyclone va maintenant progressivement s'éloigner pendant la journée. Donc si les choses se passent comme ça, c'est ce que je considère être le mieux pour les Calédoniens. Thierry Santa, président du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation.